Et on accueille aujourd'hui maintenant Charles Balabo, qui est hépatologue, et on a beaucoup de retard. Mais c'est pas grave, je vous laisse parler. J'ai fini. Bon, je vais essayer d'être bref, mais j'en ai pour 20 minutes quand même. Non, on va prendre 20 minutes de liberté pour vous entendre. D'accord. Donc, ce que je vais vous dire est un peu triste, puisque je vais vous parler de la mort liée à la cirrhose. Mais auparavant, je vais vous parler de comment on fait une cirrhose. Alors, que faut-il entendre par le terme de cirrhose? Alors, vous avez vu déjà ce schéma ce matin. On part du foie normal pour passer au foie stéatosique, c'est-à-dire le foie gras, au foie stéatodhépatite, c'est-à-dire l'inflammation du foie, pour arriver à la fibrose, qui est du tissu fibreux, et qui va donner cette transformation nodulaire du foie que l'on appelle cirrhose, qui peut se compliquer de carcinome hépatocellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fibrose? La fibrose, c'est le dépôt de tissu, c'est le dépôt de tissu fibreux, coloré ici en rouge, qui va naître. Ce dépôt débute autour des veines centrolobulaires, puis va s'étendre pour atteindre les espaces portes, les vaisseaux au niveau des espaces portes. Et selon l'importance de la fibrose et de son étendue, de la largeur des bandes, on parle de fibrose F1, F2 ou F3. Pour arriver à la fibrose F4, la cirrhose, c'est-à-dire que les bandes de fibrose vont disséquer le foie qui va en nodules, qui peuvent être micro- ou macronodulaires. Et selon que les bandes de fibrose sont plus ou moins épaisses, on va parler de stade fibrose F4A, B ou C. Ici est résumé les différents stades à l'échelon microscopique. On va partir du foie normal pour arriver à la cirrhose. Il faut environ, en moyenne, de 10 ans pour faire une cirrhose, et environ, parmi les patients qui vont boire de l'alcool, 8 à 20% vont faire une cirrhose. Cirrhose dont il est très important de différencier les stades compensés ou décompensés. Environ 3 à 10% des patients qui ont une cirrhose vont faire un carcinome hépatocellulaire. Le point très important ici, c'est la stéatohépatite, l'inflammation du foie. On peut l'avoir au cours de la stéatose, de la fibrose et de la cirrhose. Dans certains cas, cette stéatohépatite est tellement sévère qu'elle va donner une forme de maladie très particulière qui est la décompensation aiguë du foie. Alors, on ne passe pas de façon très rapide de la cirrhose, de la stade F3 à la cirrhose. Il faut du temps. Et il faut différencier les stades de cirrhose incomplète de la cirrhose complète à ces différents stades. Et il faut savoir que la cirrhose peut régresser dans certains cas, et il faut toujours y associer la stéatohépatite. Il faut, de façon très claire, différencier la cirrhose selon son étiologie. Ce n'est pas un terme spécifique. On peut faire des cirrhoses pour de tas de raisons, de toutes les maladies chroniques du foie peuvent aboutir à la cirrhose. Donc, quand on parle de cirrhose alcoolique, il faut que ce soit lié à l'alcool. Il en est de même pour la stéatohépatite. La stéatohépatite est liée à l'alcool. À ce moment-là, on parle de H, alcoolique stéatohépatitis, mais il y a des stéatohépatites d'origine autre que l'alcool, comme la NASH, non-alcoolique stéatohépatitis, que l'on voit au cours de l'obésité et du surpoids et du syndrome métabolique. Alors, la cirrhose est un terme qui a été créé en 1819 par Laennec, grand médecin interniste français, l'inventeur du stéthoscope. Depuis 1819, on a fait des progrès dans la connaissance des mécanismes qui conduisent à la cirrhose. Alors, vous avez déjà vu cette diapositive ce matin, je la reprends. L'alcool est métabolisé en acétaldéhyde, puis en acétate, et une deuxième enzyme va intervenir, qui est la CYP. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'acétaldéhyde est un produit toxique.
lui ou ses dérivés. Et donc, cela va altérer les protéines, les enzymes clés, le DNA, et il y a également la production ici de ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène par le CYP. Et donc, ceci va entraîner un stress oxydatif. Et enfin, la modification du couple d'oxydoréduction va perturber le métabolisme cellulaire et en particulier la respiration cellulaire. Alors là, c'est Madame Biulac qui devrait présenter cette diapositive parce que c'est elle la papesse des cellules du foie. Ici en haut, les hépatocytes, les cellules nobles du foie qui vont synthétiser toutes les protéines et qui vont métaboliser les médicaments, qui vont sécréter la bile. Et en dessous, vous avez la vascularisation, les sinusoïdes hépatiques, par où va passer 1,5 litre de sang par minute. Ces cellules dites endothéliales sont très importantes parce qu'elles sont fenestrées et il va y avoir une communication entre le sang circulant et les hépatocytes qui est très importante. Dans cet espace, qu'on appelle l'espace de 10, entre ces cellules et les hépatocytes, il y a la matrice extracellulaire qui est fondamentale pour la communication entre les cellules et des cellules très particulières, les stellate cells en anglais, ou cellules étoilées du foie qui sont quiescentes à l'état naturel, en bonne santé, qui stockent la vitamine A. Il y a également les cellules de Kupffer, qui sont des macrophages et qui ont pour but de purifier le sang circulant qui vient de l'intestin. Quand on passe au niveau de la fibrose, peu importe l'étiologie, les cellules qui sont là, ces cellules étoilées, vont être activées et elles vont sécréter de façon massive la fibrose sous différentes formes, et cela va perturber les échanges entre le sang circulant et les hépatocytes. Comme je l'ai dit, cette fibrose peut régresser même au stade de cirrhose. Il faut que ce soit une cirrhose récente, fibrose récente. Sur cette diapositive, alors je ne vois pas grand-chose, ce sont les effets de l'alcool sur les différents types, les effets de l'alcool sur les différents types cellulaires que je viens de décrire. Et sous l'effet de l'alcool, les hépatocytes vont subir une mort programmée. Et cette mort programmée va conduire au cancer et va connaître, ces corps apoptotiques vont donner des apoptotic bodies qui vont stimuler les cellules étoilées du foie, responsables, on l'a vu, de la fibrose et de la réaction inflammatoire, stimuler les cellules de Kupffer, les macrophages, qui vont, par des intermédiaires très nombreux, entrer dans le cercle vicieux par atteinte des hépatocytes, et la chaîne va ainsi continuer. Cette diapositive, vous l'avez vue déjà aussi ce matin. J'insisterai simplement sur l'intestin. Ici, sous l'effet de l'alcool, il va y avoir une translocation des bactéries qui vont passer de la lumière dans le système porte, vont atteindre le foie, et ces grammes négatifs ont une enveloppe qui contient des substances très agressives pour le foie. Alors, Pierre Bernard vous a parlé du microbiote, donc je serai très bref. Au cours de la maladie alcoolique, il y a le terme qui est maintenant officiel de dysbiose intestinale, c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote, et ce déséquilibre va entraîner les lésions inflammatoires, et elles peuvent, ces lésions, aboutir à la défaillance multi-organes. C'est dire quelque chose qui est majeur aujourd'hui dans notre compréhension de la maladie alcoolique. Et à côté de cet axe foie-cerveau, foie-intestin, il y a maintenant la notion d'axe foie, intestin et cerveau, car l'alcool va agir, comme au niveau du foie, sur la réaction, sur la signalisation inflammatoire. Alors là, les données que je vous donne ne concernent pas la souris, mais bien l'homme. Il y a des essais aujourd'hui pour faire des transplantations fécales pour essayer de corriger ce déséquilibre de la flore microbienne. Donc, il n'y a pas encore de résultats très sûrs, mais c'est sûr que c'est une voie de recherche. Alors, brièvement, mais c'est très important, la clinique, pardon. Alors, c'est le rôle des hépatologues. Il y avait des hépatologues, je ne sais pas s'il est toujours là, Pierre Bernard. Et les hépatologues ont besoin d'autres personnes. On travaille en équipe. On a besoin des pathologistes, des radiologues, des chirurgiens, Jean Saric, que j'ai oublié de remercier de m'avoir invité à parler, pardon Jean, et tout un tas de personnes. Et qu'est-ce qu'on a à faire?
on est au stade de cirrhose. La cirrhose est-elle compensée? La cirrhose est-elle décompensée? Y a-t-il des signes de décompensation aiguë sur cirrhose, qui est une toute autre pathologie beaucoup plus grave? On élimine les autres causes, virus, NASH, auto-immunité. Il faut bien sûr connaître la consommation d'alcool, ce qui n'est pas très facile. Est-ce qu'il y a des notions de sevrage? Et surtout, on doit rechercher l'association avec la NASH, non-alcoolique stéatohépatitis, car quand vous le verrez dans quelques diapositives, l'obésité est un facteur souvent associé ou peut être associé à la cirrhose. Et le rôle des hépatologues, c'est de rechercher des facteurs pronostiques à l'aide de scores. Alors ici sont représentés les scores, le score le plus facile à faire, le plus classique, à l'aide de tests très simples. Y a-t-il une acide 1, 2, 3, la bilirubine, son taux, l'albumine, etc. Et on va pouvoir savoir assez facilement si le score est plutôt bon. Ça veut dire que le patient a une cirrhose et il peut espérer une survie assez longue. Par contre, si son score est bas, son taux, la survie de ces patients cirrhotiques sera raccourcie. Il va en être de même avec le MELD score, Model for End-Stage Liver Disease, qui est beaucoup plus complexe à réaliser, mais il y a des machines qui le font très bien. Et là aussi, on voit que pour un score de MELD supérieur à 6, la durée de vie va être très courte. Et c'est un score qui est très important pour déterminer l'ordre de priorité pour la transplantation hépatique. Et enfin, juste un mot sur le score de Madré ou d'autres scores qui ont pour but de connaître la sévérité de l'hépatite alcoolique et de savoir si on doit ou non induire une thérapeutique par les corticoïdes. Là, dans cette cohorte de patients alcooliques, on a la prévalence des lésions hépatiques. Alors, ce qui a été réalisé sur biopsie. Ce qui est très intéressant, c'est que chez des patients qui consomment de l'alcool, 10% des patients vont avoir un foie strictement normal. Ça veut dire, on peut dire, ben, moi, j'ai probablement un foie normal, je peux continuer à boire. Oh, pardon. Là, on peut avoir une stéatose dans les... Alors, Roger Salamon vous a parlé des écarts types. Vous voyez bien que les écarts types, moi je vais vous dire 30, 25, etc. Il faut tenir compte de cet écart type. C'est très important, mais pour une présentation et pour le grand public, on dit 30%, 25%, mais ici, vous pouvez être proche de 10% et puis là, à 40%. Alors, cette diapositive est intéressante, mais celle qui suit est beaucoup plus intéressante. C'est un modeling de la progression des pathologies que je viens de vous présenter sur la dia précédente. Et là, on va suivre ces patients pendant 5 ans et on va calculer le pourcentage de cirrhose. Là, vous voyez que si vous avez un foie normal au départ, au bout de la 5e année, votre foie a toutes les chances d'être normal. Ce qui veut dire que vous n'avez quasiment aucun risque. Si vous avez une stéatose, alors c'est plus troublant, les chances que vous évoluiez vers la cirrhose n'est pas nulle parce qu'on est dans les 20-30%. Par contre, ce qui est bien sûr est attendu, si vous avez une stéatohépatite ou une fibrose, vous allez avoir des taux beaucoup plus élevés de cirrhose. Le carcinome hépatocellulaire, très brièvement, c'est un cancer, c'est le cancer primitif du foie, des hépatocytes. Il a une forte incidence en Europe, particulièrement en France, pour près de 9000 cas par an, ce qui est quand même pas rien. Dans plus de 90%, le carcinome apparaît chez les patients cirrhotiques et l'alcool est la cause essentielle de cirrhose associée au CHC en France. Une fois que vous pensez qu'il y a un cancer, il faut le prouver. Et c'est particulièrement difficile chez un patient cirrhotique car il y a de multiples nodules dans un foie et tous les nodules ne sont pas des CHC. Vous avez des nodules qui peuvent grossir et puis ils peuvent disparaître. Donc on s'aide de la biopsie. Il faut avoir de bons anatomopathologistes. En France, en Europe et dans le monde, souvent on ne réclame plus de biopsie, c'est uniquement l'imagerie qui fait le diagnostic de CHC. Il y a des potentialités d'erreur, donc c'est un sujet un petit peu difficile. Une fois qu'on est sûr que c'est un CHC, un carcinome, on doit s'attacher au nombre, à la taille des nodules, l'envahissement tumoral vasculaire, le stade de la cirrhose, etc. Les traitements, très brièvement, il y a des traitements curateurs, la résection, la radiofréquence, ça marche, mais ça va récidiver puisque le socle de la maladie persiste. On a toujours une cirrhose. Le seul traitement aujourd'hui qui est efficace, c'est la transplantation hépatique.
meilleure survie à 5 ans, avec 70 à 80% de chances d'être en vie, à condition que soit présent, qu'on soit d'accord sur les critères de Milan, c'est-à-dire une seule tumeur de 5 cm ou plusieurs tumeurs de 3 cm avec un maximum de 3. Lorsqu'on a ces critères, on doit faire une transplantation, meilleure chance de survie. Traitement palliatif, je n'en parlerai pas puisque la durée de survie des patients sous traitement palliatif, au jour d'aujourd'hui, n'est pas très bonne. Dans cette étude, il s'agit d'un suivi pendant 2 ans de patients cirrhotiques, alcooliques, compensés. Alors, vous me dire, c'est formidable, on va pouvoir les suivre, etc. Quand on regarde l'étude, on s'aperçoit que déjà, au départ, 65% des patients ont des critères antérieurs de décompensation. Donc on est déjà dans un va-et-vient entre cirrhose compensée et cirrhose décompensée. Pas tous, hein, 65%. 67% des patients sont en surpoids. Donc vous avez un facteur aggravant. 67% des patients sont abstinents. Ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas totalement abstinents. Et, vous suivez, le nombre de patients est impressionnant, 600 et quelques. Pendant cette étude de 2 ans, 23% des patients vont être perdus de vue. Ça veut dire que vous avez besoin d'épidémiologistes et de biostatisticiens très pointus pour pouvoir analyser de façon, je dirais, sérieuse les résultats. Autrement dit, vous pouvez faire n'importe quoi et dire n'importe quoi si vous n'avez pas des biostatisticiens. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapositive, simplement, c'était pour vous mettre sur le problème que c'est compliqué de faire des études et que vous avez besoin de gens très compétents pour les analyser. Je vais simplement m'intéresser aux carcinomes hépatocellulaires. Sur les 2 ans avec les patients qui restaient en vie, ils ont estimé que, etc., il y avait donc 43% de cas de CHC, 77% avaient des critères de Milan, c'est-à-dire on pouvait les traiter de façon curatrice. Mais simplement 56% ont eu ce traitement curateur. Donc on est dans les meilleures conditions, même quand vous êtes dans les meilleures conditions, le traitement ne marche pas. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans cette étude, c'est qu'au départ, il n'y a pas de cancer. Et en moins de 2 ans, vous allez avoir des patients qui ont un cancer et qui est inopérable. Alors ça peut poser des tas de questions, ou bien il y a de mauvais radiologues, vous pouvez vous poser des tas de questions. Alors l'épidémiologie, je n'ai plus rien à dire, parce que tout a été dit, et les données que je vais vous présenter n'ont peut-être pas été analysées très sérieusement de ma part. Alors, il y a des données évidentes, remplies par des professionnels, là je sais que le pays, le niveau, etc. Là, ce sont des données relativement fiables. La maladie, par exemple, vous allez remplir diagnostic principal, cirrhose, diagnostic relié, varices ésophagienne, diagnostic associé, cancer de la prostate. Alors ces données vont être codées, etc. Mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'un diagnostic principal cirrhose, quel type de cirrhose? Est-ce que vous êtes F3, en train de passer à F4? Est-ce que vous êtes déjà au stade de cirrhose? Vous savez que vous allez mourir. Le mot est posé. Mais après, l'épidémiologiste, lui, il voit cirrhose. Ce qui est bien. Alors après, je pense que Roger Salamon vous a plus ou moins expliqué comment les données vont être analysées. Et là, je vais passer dessus. Je passe aussi sur la codification qui est internationale. Et donc, on code K700, C22. Alors tout ça, c'est très important, mais moi, je ne me reconnais pas beaucoup dans les mots qui sont ici. Je suis perdu, j'aurais mis d'autres mots. Mais c'est international, ce qui fait qu'on peut faire des études à travers le monde entier. Alors là, c'est la diapositive de Catherine Hill, qui est reprise par tous les journaux, la grande presse, la petite, etc. Et donc, ce qui est important, c'est que ce travail a été réalisé en 2015, et il est publié en 2019. Et sur les 580 000 décès que l'on attend par an, il va y en avoir 41 000 liés à l'alcool. Alors, Roger vous a expliqué ce qu'il fallait bien entendre par là. C'est quand même des études sérieuses. Et moi, je vais m'intéresser au foie. Sur les 15 000 cancers, près de 5 000 sont liés à l'alcool. Pour ce qui concerne les maladies digestives, 4 000 sont liés à la maladie alcoolique
et plus de 2500 liés à la cirrhose. Là, c'est un autre travail où les résultats sont présentés de façon différente. Ici, en abscisse, est exprimé le pourcentage total d'années perdues en bonne santé, soit à la mort, soit au fait que votre vie n'est plus une vie normale. Et c'est chez les patients relativement jeunes et chez les sujets relativement encore jeunes, mais ils ont franchi la barre des 50 ans. Remarquez que ça s'arrête à 70 ans, alors qu'aujourd'hui, la durée de vie, on peut estimer qu'elle est un peu plus de 70 ans. Qu'est-ce que vous voyez? C'est l'alcool dans le groupe jeune de 15 qui arrive en numéro 1. Mais vous voyez que le High Body Mass Index, l'obésité, n'est pas très loin. Et avec l'alcool, c'est entre 5 et 6% de perte de vie ou d'autonomie. Lorsqu'on est chez les sujets âgés, l'alcool, bien sûr, passe au numéro 7, mais on est toujours dans les 6%. Par contre, l'hypertension artérielle, alors le tabac m'a un peu surpris, mais enfin, il est là, mais surtout le High Body Mass Index est toujours présent. La diapositive suivante illustre les mêmes résultats, mais en fonction du niveau socio-économique. Alors là, bon, c'est un peu plus compliqué à présenter, je n'ai pas en parlé pendant très longtemps, mais on se rend compte que chez les gens au haut niveau socio-économique, l'alcool est toujours en tête, le High Body Mass Index n'est pas très loin, et on est avec un niveau de risque de perte qui est toujours aux environs de 6%. Et au fur et à mesure que le niveau socio-économique diminue, la perte d'autonomie liée à l'alcool diminue un tout petit peu. Chez les sujets âgés, vous voyez que c'est toujours, bien sûr, des pathologies classiques qui arrivent en tête, mais toujours avec un taux de perte d'autonomie qui est autour de 5%, 5-6%. Là, c'était pour illustrer ce que j'ai déjà dit, c'est le poids de l'alcool d'une part sur cette abscisse, 0 et là on augmente, et le poids de l'obésité, normal, ici il augmente. On voit bien que et on en prend comme critère, un critère qui vaut ce qu'il vaut, à mon avis il n'est pas bon, mais ici ils ont pris le taux d'élévation des transaminases. Enfin, c'est un taux qui vaut ce qu'il vaut. On voit bien que plus on consomme de l'alcool, pas terrible, hein, supérieur à 2 verres par jour, c'est quand même minime, c'est un peu plus haut que si vous buvez moins. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que si vous avez un surpoids, là il est sérieux, supérieur à 30, vous voyez que l'élévation des transaminases est quand même près de 2 à 3 fois supérieure lorsque votre body mass index est élevé. Bon, je vais peut-être passer très vite sur cet article du Lancet, puisqu'il y a eu pas mal de critiques. Et donc, simplement, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est de dire que c'est 23 pathologies analysées en même temps, sur 100 et quelques 200 pays, pendant 26 ans. Et ils ont différencié les patients qui ont moins de 50 ans, des patients qui ont moins de 50 ans d'abord, hommes et femmes. Et on voit que chez les hommes jeunes, ou femmes jeunes, le décès est 3 fois supérieur chez les hommes que chez les femmes, pour les moins de 50 ans. Et la perte d'années où on peut être en bonne santé est également 3 fois supérieure. Au-delà de 50 ans, en gros, c'est le cancer qui prime et on est dans l'ordre de décès de 20%, un peu plus chez la femme. L'épilogue. Alors là, je passe très vite parce que c'est... Mon collègue veut bien payer une attention à cette courbe. Elle est critiquée, donc je n'en dirai pas grand-chose. Simplement, en fonction du nombre de verres de vin que vous buvez par jour, de 0 à 15, ici, c'est le risque relatif de perte de vie normale. On voit bien que la courbe va être ascendante, mais si on fait attention à ce tout petit coin ici, on voit que le risque relatif est quasiment nul pour une consommation qui est de l'ordre de 2 verres par jour. Alors après, c'est vrai, vous me dire, mais si j'en bois 3, ce risque augmente. Donc, on peut dire, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, Guillaume Apollinaire, que le risque lié à la consommation d'alcool doit être mis en balance avec le plaisir, qui n'est absolument pas abordé dans ce travail, qui est assez catastrophique. Et donc, puisqu'on doit mourir, que le vin réjouisse mon cœur de mortel.
Merci Alors, à vous, Charles. juste un tout petit mot, parce que j'ignorais tout de cette colonne, enfin je connaissais la colonne, bien sûr. Inaugurée, elle est place de la Victoire à Bordeaux. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le nombre de micro-sculptures dans toute la colonne, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu quasiment. C'est comment on appelle ça, un sculpteur qui s'appelle Ivan Timer. Et là, c'est une sur les 500, 800, 1000 sculptures à l'intérieur de cette colonne. Et là, vous avez un très belle sculpture, mais pour la voir, il faut chercher beaucoup. Photographie faite par Michel Coquet. C'est le premier monument bordelais en hommage à la vigne et au vin. Merci. Merci infiniment.